Ne dit-on pas que la fourmi qui ronge la feuille est toujours sur la feuille? Aujourd'hui, je fais la macabre découverte que mes 5 enfants sont en réalité les enfants de l'imam de notre village. Je suis Ladji. Je suis transporteur, marié et père de 5 enfants. Enfin, je pensais être père de 5 enfants jusqu'à ce jour. Je suis propriétaire de la seule compagnie de transport de mon village. Je suis issu d'une famille honorable, noble, que tout le monde connaît et respecte dans le village. Ma femme est celle que mon père m'a choisie quand j'étais plus jeune. J'ai commencé à travailler très jeune. Je n'ai pas étudié et il a voulu que je sois rapidement mariée pour éviter le vagabondage. Chose que j'ai acceptée à condition que, des années après, quand je serai prêt, on me laisse faire un choix de la femme de mon cœur. Ils ont accepté. Et cette femme a fait 5 enfants. Et bien entendu, les années après notre vie commune, j'ai pris une deuxième femme, Sally. Cette fois, Sally, c'est une jeune fille qui a étudié. Elle a fait la comptabilité-gestion. Et moi, j'avais besoin d'une telle femme à mes côtés pour la gestion de mes affaires. 2 années après notre mariage, Sally n'arrivait toujours pas à concevoir. Et la première, qui n'a jamais accepté l'idée de ce second mariage, n'a jamais manqué d'occasion pour lancer des pics à Sally, pour la narguer. Elle en avait marre. Sally ne supportait plus la situation et un jour, elle a souhaité que nous allions à la capitale pour faire des examens médicaux pour savoir à quel niveau se trouve ce problème d'infertilité. Moi, j'étais convaincu au fond de moi que c'est elle qui a un problème et que quand les examens vont confirmer, elle sera plus sereine, plus tranquille parce que malgré ce qu'on dit d'elle, je l'aime beaucoup. Et nous avons un imam dans notre village qui n'est pas originaire du village. Notre village n'avait pas de guide religieux. Il était le premier arrivé. Nous l'avons installé. J'ai pris son avis parce que c'est celui-là même qu'on sollicite à chaque fois qu'il y a des situations conflictuelles ou quand il y a des cérémonies, des baptêmes, des mariages. On le sollicitait toujours comme le sage. Donc, j'ai demandé son avis. Il a dit, il n'y a pas de problème, qu'on pouvait y aller. Il faut que je la rassure. C'est ainsi que Sally et moi sommes allés à la capitale. Nous y avons passé 2 semaines. Les premiers examens ont révélé que Sally n'avait rien. Tout allait bien, Tata Moé. Les examens révèlent que moi, Ladji, j'ai une anomalie spermique congénitale. Moi, je n'ai pas fait école. Je ne comprends pas français. Je demande au docteur, ça veut dire quoi? Il me dit que ça veut dire que depuis le ventre de ma mère, mes organes génitaux ont eu une malformation qui fait que je ne peux pas concevoir. Donc, de façon naturelle, ce n'est pas une maladie qui est survenue. C'est de façon naturelle que moi, Ladji, je ne peux pas faire d'enfant. Je suis infertile. J'ai dit, aïe, mes 5 enfants sortent d'où? Le médecin a souri, il dit, vous êtes père? Il dit, oui, j'ai 5 enfants. Il dit, ah, bon, comme Dieu est capable de tout, mais sinon, scientifiquement, vous êtes naturellement infertile. Vous ne pouvez pas concevoir. Ah, Tata Moé, cette nouvelle m'a bouleversé. Donc, c'est moi qui retarde d'enfants des gens depuis pour la traite de stérile. Ou bien c'est une erreur, on allait dans un autre centre. On allait faire des examens plus approfondis pour essayer de confronter les résultats. Tout s'est confirmé. Là, je ne comprenais plus. Après les 2 semaines, nous sommes retournés au village. J'ai fait asseoir mon père et ma mère, je leur ai expliqué la situation. Maman m'a dit, bon, c'est vrai que elle, à leur temps, elle ne faisait pas trop les examens pendant les grossesses, pas de vaccins en tant que tel, mais elle n'a jamais eu cette information comme quoi son bébé aurait un problème. Elle n'a vraiment jamais eu cette information. Mon père aussi, pareil. J'ai dit, bon, moi, je veux comprendre. Affaire d'enfant, là, je veux comprendre. Je suis quand même quelqu'un de très respectable dans le village. Je ne peux pas vivre dans un doute. Et mes parents ont commencé à me manager. Non, il faut y aller avec la manière. J'ai dit non. J'ai convoqué ma belle famille et ma famille à une réunion en présence de ma femme. Mais bien avant, j'ai pris le soin de l'approcher, de lui donner mes résultats, de lui demander ce qui n'allait pas. Elle a pété un câble, Tata Moé. Elle m'a fait un scandale pas possible. Et elle a traité Sally de tout. Femme de malheur qui veut gâter son foyer. Pourquoi moi je doute des enfants et ceci, cela. Elle a fait un scandale qui m'a vraiment choqué parce que pourquoi tant de panique pour quelque chose que tu te reproches pas? Bref,
j'ai trouvé une bonne raison de tenir cette réunion. C'est ainsi que j'ai réuni tout le monde pour pouvoir faire la réunion. Et je suis venu avec les résultats. J'ai présenté à tout le monde et je leur ai dit que je veux savoir la vérité, à qui appartiennent les enfants. Ma femme a continué à faire son scandale. Mon père en avait marre de ses cris. Il a dit, bon, avant l'arrivée de l'imam dans le village, on avait un féticheur. Quand il y a des situations ambiguës où on ne sait pas trop comment situer les responsabilités, on faisait appel au féticheur. Ils sont allés l'appeler. Le féticheur arrive, on lui explique la situation, il a dit, bon, ok, lui, il va faire son rituel. Mais il donne une chance à ma femme de dire la vérité. Si elle ne se reproche rien, il n'y a pas de problème, il fera le rituel et il n'aura rien. Mais si effectivement les enfants ne sont pas les miens, quand il aura fini, les 5 enfants vont mourir en même temps, le même jour. À elle de choisir. Tata Moué, ma femme s'est jetée par terre en train de demander pardon. Elle se roulait dans le sable. Mais il y a quel problème? C'est là qu'elle va se confesser. Tata Moué, c'est maintenant ma femme va nous dire que quand elle s'est mariée à moi, effectivement, elle a mis 1 année, elle n'enfantait pas. Et qu'elle allait voir sa mère pour expliquer le problème, sa mère l'a envoyée chez une dame qui a consulté et qui lui a dit que c'est moi qui ai le problème. Et comme c'est un foyer juteux, il faudrait qu'elle use d'astuces pour se maintenir là. C'est comme ça que de retour au village, elle en a parlé à l'imam. L'imam a consulté, il a confirmé. Et donc, dans la compassion, l'imam, tout le temps, il était présent pour elle et tout. Et il lui a proposé de l'aider. Et l'aide là, c'est ça. Lui faire des enfants qu'elle va m'attribuer. Ça va la maintenir, ça va rester entre eux deux. Elle fait la confession. Tata Moué, non. Non, 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 non. On ne peut pas me déshonorer ma famille à ce point. Séance tenante, j'ai demandé qu'on me jette ses affaires dehors, qu'elle parte avec sa famille. Sa famille avait honte. Sa mère, non, sa mère, je ne peux pas décrire même ce qui l'animait ce jour-là, puisque c'est elle qui a donné ce conseil à sa fille. Moi, ça ne me regarde pas. Qu'elle dégage de chez moi. Ça, c'était un. Deuxièmement, j'ai envoyé les jeunes du village aller m'appeler l'imam. Et c'est pas qu'il a allaité. Les jeunes reviennent me dire que l'imam a fui, il a laissé sa femme et ses 2 enfants. Il a fui le village. On ne sait pas où il est rentré. Il ne sait même pas qu'il a allaité. Lui, on ne l'a pas retrouvé. Elle s'en va. Et maintenant, ces 5 enfants, je demande qu'elle parte avec les enfants. Tout le village me demande pardon, comme quoi quand une femme est dans un foyer, qu'elle fait un enfant, cet enfant appartient au mari. Mari qui est démontré scientifiquement qu'il n'est pas le père. On me dit non, ce sont mes enfants, je les ai nourris tout ce temps. Oui, 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 oui. Quel que soit Alpha, ils sont mes enfants. Et on me demande pardon pour ça. Tata Moué, enfant comme ça, on accepte. Comme mes parents ne veulent rien comprendre, à cause de leur amitié avec la famille de cette fille, ils veulent moi me pourrir la vie avec ces 5. Parce que quand je vais voir ces enfants, je vais me rappeler de ça. Les enfants n'ont rien à voir, ils me font pitié. Je peux même m'occuper d'eux, mais loin de moi. Qu'elles partent avec ces enfants, ils ne veulent pas. On veut forcément m'imposer ces enfants-là. Pourquoi? Je n'en peux plus, puisque mes parents ne veulent pas comprendre. Je ne sais pas vers qui me tourner. J'ai découvert ta page. C'est pour ça que je t'appelle pour t'expliquer ma situation. Peut-être que dans les commentaires, on me dira comment il faut faire. Mais je n'en peux plus. En tout cas, au-delà des conseils que je voudrais, Tata Moué, je voudrais donner un petit conseil aux hommes. Qu'ils fassent attention. Les femmes avec qui nous dormons, nous mangeons, les enfants que nous entretenons, nous nourrissons. Parfois, la bête est posée sur la feuille. Elle est toujours même posée sur la feuille. Si une bête n'est pas sur une feuille, elle peut pas être rongée. Aujourd'hui, ma propre femme, celle qui était mon amie, ma confidente à qui elle confiait tout. Voilà ce qu'elle m'a fait. 5 enfants. Il n'y a même pas un pour moi dedans. C'est méchant. Qu'est-ce que je fais des enfants qui n'ont rien demandé, mais qui ne sont pas les miens? Je fais quoi, Tata Moué? Aidez-moi, s'il vous plaît. Voilà, chers talkers, l'histoire de M. Ladji. Ici, c'est vous qui avez la parole. Donnez votre avis de cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il doit faire face à cette situation, par rapport aux enfants surtout? Donnez vos avis dans le respect et la courtoisie des avis des uns et des autres. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, invitez vos amis à s'abonner parce qu'il y a beaucoup d'histoires très, très, très palpitantes. La vie est un mystère, un voyage de mystère. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Ce que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais entendu, ne dis pas que ça n'existe pas. À bientôt.
Il y a ces jours où tu reçois des témoignages, des vécus de certaines personnes qui viennent juste pour sensibiliser, pour attirer l'attention des uns des autres, afin que nous puissions éviter certaines erreurs. Aujourd'hui, notre histoire est un témoignage, l'histoire de Rokia. Je suis Rokia. J'ai un groupe d'amis que j'ai connu sur les réseaux et ensemble, nous organisons beaucoup de choses. Chaque fois qu'une a un événement, les autres sont là pour elle. Et quand c'est l'anniversaire d'une, les autres se chargent d'organiser une fête pour elle. Dans le groupe, on connaît nos dates d'anniversaire, nos jours anniversaires, nos heures de naissance. L'année là, c'était moi mon anniversaire. Et l'aînée, notre aînée dans le groupe, c'est-à-dire la doyenne, parmi nous 5, nous étions 5 jeunes femmes. Elle a décidé que mon anniversaire se fasse à la plage. Moi, je suis née à minuit 30. C'est à nos heures d'anniversaire qu'on coupe le gâteau. On va couper le gâteau à la plage à minuit 30. Elle dit oui, ça serait intéressant. Bon, on a accepté. Dress code, tout blanc. Mais moi qui fêtais mon anniversaire, je devais être en blanc et or. Blanc doré. Donc on a accepté. C'est le fun. Nous sommes partis un vendredi soir à la plage. Parce que l'année là, mon anniversaire c'était un samedi. Et arrivé à la plage, franchement, le vendredi soir, on ne s'est pas trop amusé parce qu'on était plus fatigué. On venait du boulot. C'est du boulot que nous sommes partis. Mais samedi, on s'est amusé du matin jusqu'au soir. On s'est baigné, on a dansé. Moi qui étais un peu réticente, non, je me suis retrouvée dans la danse. Tout s'est tellement bien passé. Et à 22h, la doyenne a demandé qu'on aille s'échanger, se mettre dans nos dress code parce que bientôt sera minuit 30. Donc, on est rentré en chambre, se rafraîchit et puis bon, on s'est bien habillé et tout ça. Nous sommes venus pour le gâteau. Elles ont dressé un petit buffet à la plage, elles ont fait un feu. Vraiment, c'était très beau. Et à l'heure dite, le gâteau est venu, on a chanté, on a coupé le gâteau. Et elle a fait des choukouya de viande. Bon, je suppose que c'est viande de bœuf. Elle a fait choukouya, il y avait poisson, il y avait toutes sortes de nourriture. Mais ces choukouya là qui étaient tellement bons, j'ai mangé ça en excès. On a mangé, on a fêté, on a dansé jusqu'au petit matin, puis on est rentré. Quand on est rentré, il était pratiquement 5h du matin. On est entré en chambre se reposer un peu. J'ai fait un cauchemar. C'est comme si j'étais sous l'eau. C'est comme si mon lit était rempli d'eau. C'était bizarre. À mon réveil, je me suis dit, bon, peut-être que c'est la fatigue. On a fini le week-end, nous sommes rentrés sur Abidjan. Tata Moïse, c'était un cauchemar sur cauchemar. Je rêvais d'eau partout. Il suffit que je somnole, je vois l'eau, il me voit dans l'eau, je ne comprenais pas. Donc j'ai approché la vieille mère, notre doyenne. Elle dit, ah, maman vieille mère, voilà une situation. Depuis qu'on allait à la plage, la même nuit, enfin, au matin, quand on a fini la fête, on allait dormir, voici le rêve que j'ai fait. Je m'étais dit que c'était juste la fatigue. Mais depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, les mêmes rêves à chaque fois. Elle m'a dit, ah, ce n'est rien, ça va passer. J'ai approché une autre. Elle a souri, dit, ah, faut laisser, la vieille mère va t'expliquer après. Tata Moué, ja, les femmes là venaient de m'initier. Dans quoi, je ne sais pas. Elles m'ont initié. Tata Moué, il me suffit de vendre cailloux. J'ai l'argent. Il me suffit de vendre, je ne sais pas, de l'eau. J'ai l'argent. Tout ce que je touche là, ça devient l'argent. Tout ce que je touche, ça devient l'argent. Mais le problème derrière tous les hommes qui m'approchent là, c'est la poisse pour eux. Il faut être DG. Si tu m'approches, c'est la poisse. Tu vas perdre ton poste. Il y en a même là qui sont morts dans ça. Je ne comprenais pas. Au départ, ils m'étaient dit, ah, bon, peut-être que c'est une coïncidence. Les hommes me fuyaient. Quand je suis dans une relation, au bout de quelques mois, sans dire au revoir, la relation s'estompe. Je ne comprenais pas. Après, j'ai commencé à me renseigner. On me dit, fais attention. Tu as posé un acte un jour là. Donc, j'ai commencé à insister auprès de mes copines. Et la vieille m'a fini par craquer pour me dire, il faut laisser, tu es une petite fille ou bien.
On t'a initié notre petit groupe de 5 là. Tu vois comment nous autres là, ça va chez nous. On a tout et tout. Toi, tu es là à la traîne. Il fallait que, donc on t'a initié à la place. C'était ton anniversaire. Donc, voilà, laisse ça comme ça. Tu auras tout ce que tu veux. Le reste, la foule, on va gérer après. J'ai dit, mais les cauchemars, il me dit, bon, les cauchemars, pour les calmer, là, c'est simple. Arrange-toi une fois par mois. Va à la plage, passe un week-end là-bas, et puis la nuit, à ton heure de naissance, là, c'est-à-dire minuit 30, là, tu te mets en bordure de l'eau, et puis tu chantes. Quand tu vas chanter, ça va les calmer. Ils vont venir danser, tu ne les verras pas, mais ils vont danser, seront heureux, ça va les calmer, tu vas plus rêver. Il dit, Une fois, j'ai fait. Effectivement, quand j'ai fait ça, les rêves là ont cessé. J'ai fait 2 mois, ça a recommencé, sur reparti, j'ai fait. Donc, une fois par mois, je m'arrangeais à aller. À la plage, je ne peux pas aller seul, je vais avec quelqu'un. Mais quand je vais avec la personne, c'est poisse pour la personne après. C'est ainsi que j'ai rencontré un monsieur qui, lui, est un homme de Dieu. Et quand il a su ça, en fait, je ne lui ai pas dit. Je ne sais pas comment il a su, mais c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Tu vois, il prie beaucoup. Donc, je m'a dit, ah, toi là, tu as besoin de délivrance. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, tu as besoin de délivrance. Il faut dire à tes gens là que moi là, ils ne peuvent rien me faire. J'ai tiqué, mais j'ai banalisé. J'ai fait semblant de banaliser en fait. Après, il m'a fait asseoir, il a parlé sérieusement. Il m'a détaillé tout ce que les femmes l'ont fait. Il dit, 1, tu arrêtes de les fréquenter. 2, tu vas faire tout ce que je vais te demander. Donc, bref, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il m'a délivré de ça, Tata Moué. Je ne vois plus d'esprit. Je ne suis plus obligé d'aller chanter. Le monsieur est aujourd'hui mon époux. Il est avec moi, tout va très bien, son travail marche très... Au contraire même, il va de gloire en gloire. Moi aussi, ça va, il n'y a pas de problème. Je ne les fréquente plus, je ne les vois plus. Je les ai bloquées toutes. Donc aujourd'hui, là, si je suis venu à toi, c'est parce que j'ai découvert ta chaîne. Je me suis dit, il faut que j'aille partager mon histoire. Ça peut aider. Faites attention sur les réseaux. Faites très attention sur les réseaux. Les groupes d'amis, anniversaire, dress codes, on sort, on mange. Il y a trop de choses derrière. Moi, Rukia, j'en ai fait les frais. Donc aujourd'hui, si je suis venu partager mon histoire, c'est de façon anonyme. Je n'ai pas d'intérêt à venir vous raconter n'importe quoi. On ne se connaît pas. Mais je suis venu partager mon histoire pour vous sensibiliser. Faites attention aux personnes que vous fréquentez, que vous rencontrez sur les réseaux et que vous décidez de fréquenter. Tata Moué, voici mon histoire. Partage-la pour que tout le monde soit informé. Bien, chers Talkers, vous voyez que cette histoire, elle est différente des autres. C'est une confession. J'ai échangé un tout petit peu avec la dame en privé. C'est une dame très sympa, mais bon, malheureusement, elle a rencontré des gens qui, voilà. Moi, je ne peux pas me permettre de juger que ce soit, mais je me dis que c'est arrivé, c'est arrivé. Elle a décidé de s'en défaire. Dieu l'a aidée, mais combien de personnes pourraient avoir les moyens de pouvoir s'en sortir ainsi? Donc, faisons attention, c'est ce qu'elle veut dire. Tout simplement, vous savez ce qu'il vous reste à faire, chers Talkers. Merci aux abonnés, merci à vous tous qui réagissez. Partagez, mettez les cœurs, commentez, donnez votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de son histoire? Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de similaire? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelque chose de similaire? Partagez aussi vos expériences avec nous et invitez vos amis à s'abonner. Il y a beaucoup d'histoires en attente, beaucoup d'histoires. Ça met un peu de temps parce que c'est des personnes qui viennent et qui ne veulent pas faire savoir leur identité. Et moi-même, je préfère ça comme ça. Alors, quand c'est comme ça, là, il faut camoufler certaines choses. Il faut résumer parce que c'est de très longues histoires. Il faut les résumer. Il faut camoufler certains indices pour ne pas qu'on puisse les reconnaître. Voyez-vous, sinon, les messages, les histoires, il y en a plein. À très bientôt. Et puis, voilà, on s'attrape. Tout bien mal acquis ne profite jamais. En effet, qu'il soit dérobé ou acquis diaboliquement, ses conséquences sont désastreuses. Aujourd'hui, ma mère attend un enfant de moi et elle doit absolument
accoucher. Je suis Ivan, j'ai 25 ans. J'ai eu une enfance très difficile parce que très tôt, mon père a quitté ma mère. J'ai vu ma mère pleurer plusieurs fois. Je l'ai vu ramasser des sachets et des bouteilles d'eau dans la poubelle pour pouvoir me nourrir. En classe de CM2, après le CEP, j'ai dû arrêter l'école parce qu'elle n'avait plus les moyens de me scolariser. C'est ainsi que je l'aidais un peu dans ses activités. On ramassait des ordures qu'on nettoyait et qu'on revendait pour pouvoir nous nourrir. À l'âge de 15 ans, j'ai fait la connaissance de mes amis qui étaient des jeunes très dynamiques, des jeunes à envier, qui avaient tout pour plaire. Ils avaient de l'argent à tout moment et ils m'aidaient. Ils me donnaient de l'argent quand on avait des difficultés, quand on avait des ordonnances à payer, quand on avait des problèmes de loyer. Mes amis m'aidaient. J'avoue que malgré cela, ma mère ne les appréciait pas trop parce qu'elle n'aimait pas la vitesse à laquelle ils vivaient pour des jeunes de leur âge, des adolescents, qui avaient autant d'argent, elle ne comprenait pas, ça lui faisait peur. Mais j'ai essayé de la rassurer et je les fréquentais. Petit à petit, ma vie a commencé à changer parce que j'avais couramment de l'argent. Et un jour, mes amis m'ont dit qu'ils allaient m'initier à leur activité. Il s'agissait de l'activité de broutage. J'ai accepté, ils m'ont initié à cette activité. Et on se faisait beaucoup d'argent. Au point où mes amis m'avaient surnommé Ivan Dollar. Et un jour, on a commencé à avoir des difficultés. On était traqués et en plus, on n'avait plus de victimes. On avait de moins en moins de l'argent. Ça devenait compliqué parce qu'on avait un train de vie déjà élevé. C'est ainsi que l'un d'entre nous a proposé qu'on aille voir un féticheur qui était un vieux très réputé en la matière en son temps, dans un village reculé. Donc, nous nous sommes rendus dans ce village et quand on a expliqué notre situation au vieux, il était apte à nous aider. Mais il fallait que nous passions 7 jours, 7 nuits chez lui. Ce qu'on a accepté. Néanmoins, il a précisé que c'est après les 7 jours, à la fin des rituels, qu'il pourra donner la feuille de route de chacun. Et qu'avant de commencer le rituel, il lui était impossible de savoir les conséquences. On n'avait pas le choix, on était vraiment déterminés et on a accepté. À mon tour, quand j'ai fini de sacrifier à tous les rituels, ma feuille de route a été la plus compliquée. C'est lorsque le vieux m'a dit, il me fallait mettre ma mère enceinte et que ma mère devait porter un enfant de moi. Cet enfant devait naître et qu'il allait naître avec un gros handicap. Un handicap gênant, honteux. Je ne sais pas exactement de quel handicap s'agit-il. Mais cet enfant devait naître. Et que c'est cet enfant qui allait être la source de ma richesse. Qu'avant sa naissance, les activités allaient reprendre, mais quand l'enfant va naître, je vais devoir le recueillir parce que ma mère n'en voudra pas. Je vais devoir la convaincre de le garder en vie et donc le recueillir chez moi et m'en occuper, le brandir partout, ne pas avoir honte de lui et m'occuper de lui, m'occuper de tous ses besoins. Enfin, vous comprenez ce qu'on veut dire? Donc, plus je m'occuperai de cet enfant, plus ma richesse sera. Ça a été une feuille de route très, très compliquée, une chaude patate. J'ai dit au vieux que non, je ne pouvais pas faire ça à ma mère, je ne pouvais pas. C'était même pas pensable. Il a dit que c'était ça, ou la mort, ou la folie. Parce qu'on avait fini les rituels. Si je n'accepte pas de faire ça, je mourrais ou je devenais fou. Ça va servir à quoi? J'ai déjà les 2 pieds dans l'eau. Là, j'ai envie d'uriner. Je fais quoi? Je vais uriner sur moi dans l'eau là. Donc, j'ai accepté. Arrivé à la maison, j'ai regardé ma mère, j'ai pleuré toute la nuit. Mais il me fallait commencer ce que le vieux a dit. Et ma mère, vous savez, elle ne s'endort pas sans boire sa tasse de lait chaud. Il lui faut chaque nuit boire du lait chaud avant de dormir. Donc, c'était moi qui lui faisais son lait. Elle ne mangeait pratiquement pas les soirs, c'était juste du lait pour s'endormir. Donc, moi, je lui faisais son lait. Du coup,
j'ai commencé à mettre de la drogue dans son lait pour l'endormir profondément. Et chaque fois qu'elle s'endormait, je passais à l'acte. La première nuit, ma mère s'est réveillée, elle était perturbée. La deuxième nuit, la troisième nuit, elle allait voir sa sœur. Et sa sœur et moi, ma tante, on échange beaucoup. Elle est mon amie, ma confidente. Elle et moi, on échange de tout. Et c'est grâce à elle que j'ai su tout ce que ma mère partait lui dire. Elle a dit à ma tante qu'il y avait un esprit qui la visitait et que le matin, elle voyait même de la sémence. Donc les deux ont commencé à prier. J'ai vu ma mère qui ramenait de l'encens à la maison, qui priait tout le temps de l'encens partout dans la maison. Et ma tante me faisait tous les jours le rapport. Un jour, ma mère a commencé à se sentir mal. Elle se sentait tellement mal qu'elle a décidé d'aller à l'hôpital. Là-bas, on lui révèle qu'elle est enceinte. Elle est affolée, elle allait voir sa soeur. Et elle dit à sa soeur que cette grossesse-là, elle va l'enlever. Sa soeur a eu peur. Elle était d'accord parce que ça, là, comment tu l'expliques? Tu n'as personne dans ta vie, comment tu expliques? Tu n'es pas marié pour dire que c'est Jésus qui revient. Bon, comment tu expliques ça? Du coup, toutes les deux étaient perturbées. Quand sa soeur me l'a dit, j'ai essayé de nourrir une idée dans son esprit afin que ma mère puisse garder la grossesse. J'ai essayé d'installer la peur dans son esprit. Je lui ai dit, bah écoute, si elle pense que c'est un esprit, ce qui est plus plausible, est-ce qu'on enlève grossesse d'un esprit que tu ne connais pas? Et si elle meurt, dis à ta soeur de ne pas enlever la grossesse là. Il faut qu'elle garde jusqu'à son terme. On va voir ce qu'il y a dedans. Maintenant, peut-être que ce n'est même pas une grossesse, peut-être que c'est un qui s'est dit non. Les tests à l'hôpital ont révélé que c'est vraiment une grossesse. Donc ma tante essaie de convaincre ma mère qui ne veut absolument rien savoir. Avant-hier nuit, ma tante m'appelle pour me dire, ma mère dit, demain, elle s'en va interrompre la grossesse. Tata moi, je suis perdue. Si elle enlève cette grossesse, je meurs ou je deviens fou. Tout ce que j'ai fait là, ça va servir à quoi? J'ai péché et puis je vais aller payer lourdement pour quelque chose même que je n'ai même pas obtenu. Alors que c'est la couche, je recueille l'enfant. C'est vrai, on dira que je suis un enfant maudit, j'irai un enfant sans visa, tout ça, je suis préparé, j'accepte. Mais il faut qu'elle garde cet enfant. Pour qu'au moins mon péché ait un prix. Pour que le châtiment que je vais recevoir ait au moins quelque chose, une substance, un justificatif. Sinon, ça sert à quoi? Tata, moi, je suis venu te voir. Je sais que mon histoire, elle est puante, mais essaie de la faire voyager. Peut-être que j'aurai un conseil. Comment faire? Quelle astuce? Qu'est-ce que je dois lui dire pour qu'elle prenne peur et ne pas toucher à cette grossesse? Voilà, chers talkers, nous avons là l'histoire de Ivan Sefa. Non, Ivan Dola. Leur nom là, moi-même, ça me fatigue. Ivan Dola, Ivan Sefa, Ivan Euro. Vraiment, ces histoires-là, mais c'est sa vie, c'est son histoire. On n'a pas le choix. On a déjà pris l'engagement de relayer les histoires des uns et des autres. On va assumer, n'est-ce pas les talkers? Voilà l'histoire de Ivan Dola. Chers talkers, à vous la balle. Quel conseil pouvez-vous lui donner? Qu'est-ce qu'il peut faire dans ce cas? Comment peut-il convaincre sa mère de garder la grossesse? Est-ce qu'il doit même convaincre sa mère de garder une telle grossesse? Est-ce que lui-même il supportera ce type d'enfant qui viendra? Dieu seul sait. Et vous savez sûrement quelque chose. Faites voyager son histoire, partagez. Vous savez, plus vous partagez, plus de personnes ont connaissance de l'histoire et plus de réactions on aura pour pouvoir accompagner notre frère Ivan Dola. Chers talkers, je vous remercie pour toutes vos réactions. Abonnez-vous, likez, mettez les cœurs comme on le dit, invitez vos amis surtout. Et voilà, restez connectés, restez branchés sur la page Real Talks, c'est votre page. Restez branchés pour des histoires encore plus palpitantes. À bientôt. Tous les actes que nous posons dans la vie nous rattrapent. C'est comme si tous ces actes étaient de façon indélébile, gravés quelque part. Et tôt ou tard, ils nous rattrapent. J'ai fait des choses par le passé dont je ne suis pas fier et qui me hantent aujourd'hui. Je suis Jean-Paul. J'étais employé dans une société en tant que commercial et j'étais itinérant
Tout allait bien pour le travail. Au départ, c'était difficile parce que je n'avais pas de clients. Je n'arrivais pas à atteindre les objectifs qu'on me fixait. Et à un moment, les choses ont commencé à changer en ma faveur. J'avais commencé à avoir quelques clients, mais ce n'était pas à la hauteur des attentes de la société. J'étais désespérée et au moment de nous évaluer, c'est-à-dire après chaque 3 mois, on nous évaluait et à chaque évaluation, c'était le stress parce que je pensais tout le temps qu'on allait me libérer. Et un jour, mon patron a demandé que je sois sédentaire, c'est-à-dire que je sois toujours au service commercial, mais au sein de l'entreprise pour recevoir les clients qui allaient venir parce qu'il a compris que sur le terrain, je n'étais pas vraiment efficace. Donc voilà, je suis rentrée au bureau et on m'a installé dans mon petit box où je travaillais. Petit à petit, mon patron s'est rapproché de moi et il voulait que je sois, si tu veux, Tata, ses yeux et ses oreilles auprès de tous mes collègues. Il me l'a fait comprendre subtilement, mais je ne suis pas un enfant. Quand il a, à chaque fois, parce que ce n'était pas une fois, ce n'était pas 2 fois, souvent, il me faisait appel dans son bureau et il revenait sur le sujet de façon très subtile. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire le travail. Quand il revenait de mission, il me demandait alors comment ça s'est passé ici, et X, qu'est-ce qu'il a fait, et Y. Donc, je comprenais un peu ce qu'il voulait. Je m'adonnais donc à ce travail-là. J'étais heureux parce que je me suis dit, voici un élément qui allait me maintenir à mon poste, même si mes résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes. Ce boulot, cette sale besogne, je dirais, que mon patron me confiait là, allait me maintenir là. Donc, je le faisais à cœur joie. Je dénigrais mes collègues auprès de mon patron, je dénigrais mes responsables auprès de mon patron et il était content de savoir un peu tout ce qui se passait en son absence. Tout ce que les gens disaient dans son dos, je lui rapportais tout ça. Quand un avait un souci de santé, j'étais le premier arrivé là-bas. En tout cas, j'étais disponible pour tout le monde. Je me rapprochais de tout le monde, j'étais près de tout le monde, tout ça pour avoir des informations, savoir exactement ce que tout le monde pense du patron, tout ce que les gens disaient du patron et je lui rapportais cela. Il me récompensait parce que j'étais dans des faveurs. Tout m'était toléré. Mes retards, mes absences, tout m'était toléré. J'étais vraiment à l'aise. Tout allait bien. Et un jour, mon patron, c'était un week-end, il était allé en week-end en dehors de la capitale. Et il m'a appelé. Il a demandé que je vienne le voir là-bas. Il m'a fait venir un véhicule. Donc, je n'ai pas trouvé d'inconvénient parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'il avait besoin de quelque chose et tout ça. Je suis allé voir mon patron. J'arrive, Tata. J'ai trouvé le monsieur dans sa petite culotte et tout, comme c'est en bordure de l'eau. Bon, c'est le week-end, c'est relax. Je suis resté là à attendre ce pourquoi il m'a fait venir, en vain. J'ai passé toute la journée, il ne m'a rien dit de concret. Il a fait le déjeuner, bon, c'est pas lui qui a fait, certes. Il a fait le déjeuner est venu, on a mangé, j'ai bu avec lui. J'étais content parce que je me suis dit, ah ouais, je suis le privilégié, je suis le préféré. Mais après, quand il a commencé à faire soir, j'ai commencé à me poser des questions. Je ne savais même pas comment lui dire que j'allais rentrer et tout. Mais j'ai pris mon courage vers 18h. Je lui ai dit, ah patron, bon, comme je suis un peu loin, dites-moi ce pourquoi m'a fait venir, je vais partir. Il dit, non mais pourquoi? Je suis ton patron ou pas? Je lui ai dit de venir et puis tu es pressé de partir. Il dit, ah mais il est 18h, comme je n'ai pas dit à la maison. Il dit, non, appelle la maison, dis-leur que tu es en week-end et tout ça. Bon, on va rentrer demain ensemble. On va rentrer demain ensemble. J'ai un peu tiqué. Je me suis dit, bon, c'est mon patron, donc j'ai appelé à la maison. Il dit à ma chérie que voilà, je suis avec mon patron à tel endroit. Moi, je lui ai donné l'adresse et que finalement, je vais rentrer demain. Elle est là, comme ça, fait des scènes de jalousie. Je comprenais, mais je lui ai dit, écoute, informe maman que je suis à tel endroit. Bon, tes scènes là, moi, je n'ai pas la tête à ça pour le moment. Donc, je suis resté avec mon patron. La nuit tombée. Parce que chose bizarre, il n'était pas avec sa famille, il était seul. La journée, je l'ai trouvé avec des amis. Au fur et à mesure qu'il faisait soir, chacun rentrait dans sa chambre d'hôtel. La nuit tombée, mon patron me dit, bon, écoute, on va rester là jusqu'au petit matin. Hein, donc, voilà, il faut boire quelque chose, il faut manger tout ce que tu veux et tout. Après, j'étais fatigué. Je lui ai dit, ah, patron, je suis un peu fatigué. Je voulais me reposer. Il était 22h ou 23h. Je voulais me reposer, j'étais un peu fatigué. Il m'a dit, ok, viens, je t'accompagne dans ta chambre. À ma grande surprise, il m'accompagne dans lui, sa chambre. Il n'avait pas prévu de chambre pour moi. Aïe, il n'y a pas de chambre pour moi.
Il me dit non, dors là, moi je suis encore dehors, il faut dormir là, il n'y a pas de souci, le lit il est bien grand, dors là et tout ça. Je me suis couché, j'étais là, j'avais peur de dormir, mais à un moment donné, le sommeil était tellement fort que je me suis endormi. Et à un moment donné de la nuit, je sentais des mains sur moi. Aïe. Et donc, ce sont ces touchés-là qui m'ont réveillé. Tata, je me réveille. Voilà mon patron. Sur moi. Il est garçon, je suis garçon. Bon, ça là, je ne sais pas. Je ne peux pas crier. Je ne sais même pas ce que je vais faire. J'étais choquée. Mon patron m'a dit, calme-toi, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Tu verras, tu auras tout. Dès lundi, tu as ta voiture de fonction. Tu n'auras même pas de voiture de service, tu auras une voiture de fonction. Tu peux aller partout où tu veux avec. Fais ce que tu veux avec. Calme-toi. Tu auras tout ce que tu veux. Je te donne tout ce que tu veux. Et puis la voiture sera à ton nom. Hein. C'est même pas une voiture. Je t'offre une voiture finalement. C'est comme ça que, graduellement, il annonçait des choses qu'il allait faire pour moi. Je te fais un virement de 5 millions pour commencer. Et puis chaque mois, rien à voir avec ton salaire, tu recevras 1 million sur ton compte. Voilà. Plein de trucs, de promesses. Et séance tenante, il tire son tiroir, il me donne 1 million. Tiens, attrape ça. Je dis non, patron, dis non, laisse-toi faire. Tata Moué, avant que je vais me rendre compte de quoi que ce soit, c'est fait. Matin, j'avais honte, j'étais gênée. Finalement, on n'est pas rentrés ensemble. La voiture qui est venue me chercher est revenue avec moi à Abidjan. Et puis, lundi, je me suis retrouvée au travail, effectivement. Il m'a donné la voiture. Après, ils ont fait les mutations. La voiture était venue au nom de la société d'abord pour pouvoir camoufler les choses. Et puis après, ils ont fait la mutation. Voilà, la voiture a été mise à mon nom. Et les mois qui ont suivi, les 3 mois qui ont suivi, en tout cas, j'ai reçu ce qu'il avait dit sur mon compte. Mais après, ça continue, je ne pouvais plus. J'ai une chérie qui est à la maison, on a un petit garçon. Ma mère est là, elle compte sur moi, et puis ça là. Et j'avais une cellule de prière où je priais beaucoup. Et là-bas, le pasteur avait commencé à avoir des révélations sur moi. Ça me gênait, je ne pouvais pas nier. Il m'appelait en aparté, en tout cas après chaque prière, pour me dire ce qu'il a vu. Et là, au départ, je niais, mais après, je ne pouvais plus. Je de prier pour moi. Il m'a dit, bon, de sortir de là. Parce qu'en fait, le monsieur m'utilisait. Il était en train de me vider de mon aura, de démissionner, de partir de là. Aujourd'hui, je ne suis plus dans la boîte. J'ai pu démissionner, il m'a arraché sa voiture. L'argent, il n'a pas pu récupérer parce que c'est sur mon compte, mais il a arraché sa voiture, il a arraché tout ce qu'il m'a fait comme cadeau et tout ça. Même à un moment donné, j'ai dû déménager. Il avait pris un appartement pour moi qui était plus... Il m'a demandé de partir de là parce qu'il n'allait plus payer. Moi, j'ai pensé qu'il avait acheté l'appartement pour moi. C'est ce qu'il m'avait fait croire. C'est quand il y a eu des histoires avec mon départ que j'ai su qu'il louait ça pour moi en fait. Donc, j'ai dû redescendre dans mon bas quartier et tout, mais je préfère. Mais aujourd'hui, ce qui m'emmène à toi, c'est que tous mes amis, tous mes collègues que j'ai fait renvoyer, ça me pèse dessus. Ça me pèse dessus. J'ai envie de les appeler, me confesser. Mais j'ai peur qu'ils me chargent. Parce qu'il y a certains parmi eux qui sont très, très virulents. On ne sait jamais. Il ne faudrait pas qu'ils me chargent, qu'ils m'exposent. J'ai peur. Parce que Dieu me met à cœur de les appeler, de leur demander pardon, de me confesser. Mais j'ai peur de leur bouche. Voilà pourquoi je viens à toi. Qu'est-ce que tu penses que je dois faire dans cette histoire? Voilà les Talkers, l'histoire de Jean-Paul. Il a fait du mal à ses collègues au travail. Il en a payé le prix le plus lourd, je dirais. Aujourd'hui, il est sorti de là. Dieu est en train de l'affranchir. Il veut se confesser. Il veut demander pardon à ses amis. Mais il a peur du réveil. Alors, votre avis, vos conseils, partagez, likez, abonnez-vous, invitez vos amis. À bientôt. Dans le palais coule le miel. Il y a de l'or, il y a du diamant. Mais parfois, on descend du palais pour aller dormir dans le poulailler. Oui, il y a des situations qui nous amènent à descendre du palais pour aller dormir dans le poulailler. Je suis Myriam.
Aujourd'hui, je descends de mon palais pour aller dormir dans le poulailler. Je suis Myriam, j'ai 32 ans. Je suis mariée depuis 5 ans à un monsieur qui, avant le mariage, était comme un ange. C'était le prince charmant. Il était très gentil avec moi. Il me couvrait de tout. Mais nous avons pratiqué l'abstinence. Je le savais très câlin, mais bon, les autres détails, je ne savais pas. Nous nous sommes mariés et malheureusement, j'ai fait une découverte macabre. Mon mari, le voici. Mon mari, le voici. En plus d'être comme ça, il est comme ça. Ça a été très difficile pour moi, ça a été un choc. On dirait un enfant prématuré. Tata Moïse dit, mais attends. Mais je n'ai que 27 ans. Je vais venir subir ça là pour combien d'années? Je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a des solutions. J'ai commencé à chercher les solutions, ça et là. On me parle de fenugrec avec beurre de karité, avec ça, avec ci. Et je suis allé tout droit au but avec le monsieur parce que je ne suis pas dans demi-mesure. Il sait dans quoi il allait me soulever pour me marier. Et donc, il a accepté mes propositions. Je faisais les massages, mais ça ne répondait pas. Après, j'ai vu qu'il avait commencé à avoir un peu de vigueur. Oui, il avait commencé à être un peu plus vigoureux. Mais je comblais le vide avec ses câlins. Très câlin, le monsieur. Mon mari est très câlin. Donc, je comblais ce vide-là. Voilà que, à un moment donné, depuis l'année dernière, Tata Moui, mon mari voyage beaucoup, mais quand il vient, que je le touche et que je lui dis que j'ai envie de lui, mon mari me dit qu'en islam, une femme qui dit à son homme « j'ai envie de toi », elle n'est pas pudique. Et que l'islam décommande cela. Que si moi j'ai envie de lui, je dois le toucher avec mes pieds. Quand je vais le toucher avec mes orteils là, il va savoir que c'est ce que ça veut dire. Mais le dire directement, ça fait sale pour une femme. Tata Moui, il a été choqué, hein. Ça dit que ce choc-là, il ne sait même pas comment je vais te traduire ça. Il dit, aïe, ça sort d'où? Pourtant, tu connais Myriam. Tu connais Myriam. Mais il sort ça d'où? Quel imam qui lui a dit ça? Il a lu ça même dans quel livre même? Parce que je suis aussi musulmane comme lui, mais je n'ai jamais lu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Ah d'accord, pudeur, on va en parler. Je n'ai pas envie d'aller voir sa famille, je ne veux pas voir les amis, on en parle entre nous. Vraiment, depuis l'année dernière, on ne s'entend plus sur ce sujet-là. Mais Tata Moui, si c'est pour venir tableau dans la maison d'un homme, là, il reste chez mon père. Il y a des frères, il y a des soeurs avec qui je peux causer. Et c'est ce que je lui ai dit. Quand j'ai accepté de me marier là, à 90% c'est pour ça. Sinon, si c'est pour causer, il y a plein de personnes chez nous à la grande cour là-bas avec qui je peux causer. Mais ce pourquoi je me suis mariée là, il n'y a rien. 5 ans on est dedans, il n'y a même pas enfant. Enfant même c'est Dieu qui donne, c'est pas grave. Mais moi-même en tant qu'être humain, je ne suis pas satisfaite. Ça c'est depuis l'année dernière ça a commencé. Tata Moui, je te confie qu'il y a 3 mois de cela, mon mari avait voyagé. On a un gardien à côté de notre maison. Nous on est dans un duplex, on est bien installé. Mais il y a un gardien qui vit dans une baraque là. Le gardien a toujours été seul. Le jour de fête, je lui donne à manger. Souvent, il vient à la maison nettoyer un peu notre cour, le jardin et tout. Il nous rend quelques petits services et on lui donne un peu. Mon mari n'était pas là. Et puis, il y avait le lavabo de ma cuisine là qui coulait. Il ne savait pas qui appeler, il n'y avait personne. Le quartier était désert, il ne savait même pas comment faire. Donc, je l'ai appelé. Comme souvent, il nous rend des petits services. Je l'ai appelé. Il est venu réparer notre lavabo. Tata Moïse, quand le gars s'est abaissé pour réparer le lavabo, son pantalon était fendu derrière. Moi, je ne savais pas. Moi, j'étais derrière. Je me suis abaissé pour regarder, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui est défaillant sous le levier? Tata Moïse, j'ai vu quelque chose qui a fait changer ma tête. Je ne me suis pas contenu. Hein. J'ai maintenu le monsieur là. Et puis, on a fait. Parce qu'en plus d'être comme ça, et puis comme ça,
Tu ne peux pas venir me dire que s'il y a quelque chose là, je dois te toucher à mon pied. C'est toi qui vas créer le concept pour me frustrer, pour me refuser. J'ai fait tomber le monsieur là, le voisin. Il ne voulait pas venir. C'est moi-même qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai appelé. Et c'est moi qui dis je veux ça. On était tous deux seuls. Je l'ai bien nettoyé. Après, chacun est rentré. Mais Tata Moye, depuis là, le monsieur est tellement au point. Il est tellement au point que je ne peux plus tenir dans ce palais-là. Quand mon mari n'est pas là, je descends dans son poulailler. Je descends dans son poulailler parce que ce qui me manque chez mon père et ma mère, puis chez mes maris là, ça est dans le poulailler, ça n'est pas dans le palais. Tata Moye, je vais divorcer. Actuellement, ce qui me passe par la tête là, je vais divorcer. Ce prince charmant, je vais divorcer. Et puis aller prendre le poulailler là. Transformer ça en palais. Ça sera mon palais, c'est ce que je veux. Comment je vais faire? C'est une histoire de père de mon mari, mon père sont des amis, une histoire de... Je ne sais pas, je suis venu à toi pour que tu publies mon histoire. Je sais qu'il y a des femmes qui traversent ou qui ont traversé ce genre de situation. Les hommes peuvent se la péter, mais ils savent que c'est la vérité, on dit. Tata Moye, ils vont venir m'insulter. Il dit, ils savent de quoi on parle. Ils ont des amis là, c'est pas à faire. Ils ne se disent pas la vérité entre eux. Ils nous lancent la pierre, mais ils ne se disent pas la vérité entre eux. Donc, Tata Moye, moi, ce que je veux, publie mon histoire. S'il y a des mamans, des tantis, en tout cas des sœurs qui peuvent me donner des conseils, comment aborder ma famille, parce que mon père, il est très sévère. Il est très strict sur tout ce qui a fait de famille. Comment leur confier cette affaire, comment vraiment procéder pour obtenir le divorce. Divorce là, je veux ça, parce que je ne suis même plus dans ce mariage là. Depuis 3 mois là, lui là, ce n'est plus ça. Il n'est plus dans mon cœur. Il n'est plus dans mon cœur. Donc, Tata Moye, voici mon histoire. Il faut la partager, il faut la publier. Vraiment, je compte sur toi. Chez Talkers. Hey! Je vous dis que cette dame, elle m'a appelé. Tellement c'était chaud, elle a lancé appel vidéo. Et c'est les gestes qu'elle faisait. Donc, je me suis imprégnée de ces gestes. Bon, voilà l'histoire de Myriam. Myriam est mariée depuis 5 ans. Elle s'est mariée à 27 ans. Aujourd'hui, là, elle a 32 ans. Il n'y a pas d'enfant, c'est pas grave. Elle dit c'est Dieu qui donne enfant. Mais elle dit son mari, là. Et puis, c'est pas vigoureux. On dirait pour bébé. Bon, le voisin qui est là, qui chôme, il est dans baraque. Baraque, il peut mettre sachet noir dessus, là. Mais c'est lui qui leur rend des petits services à la maison, quand il y a des petits travaux et tout. Et puis, on lui donne un peu. Et il vient pour réparer. Toi aussi, tu viens réparer sous le lavabo de quelqu'un, ton pantalon, là, c'est déchiré. Et tu ne changes même pas. Et puis, tu viens, tu t'abaisses. La dame aussi curieuse, elle veut voir qu'est-ce qu'elle défend sur son levier. Et voilà. C'est là. Donc, bon, ça là, moi, je ne sais même pas comment je vais... Voilà, donc c'est parti. Du coup, elle est dans un palais. Mais, ce qui lui manquait chez ses parents, et puis elle est venue se marier là, ça y est dans le poulailler. Est-ce qu'elle quitte le palais pour aller dans le poulailler? En tout cas, elle est prête pour ça. Mais c'est la méthode maintenant là. Comment il faut procéder pour y aller là? C'est ça qu'elle est venue nous demander. Chers Talkers, donnez des conseils à Myriam. Réagissez, partagez, likez, invitez vos amis, abonnez-vous à la page pour ne rien manquer de toutes les histoires brûlantes que nous avons. Ça va dans tous les sens. Parce que la vie, elle est comme ça. Il y a beaucoup de choses dans notre vie. Et donc voilà, nous faisons l'effort de résumer certaines histoires et de coder. On compte sur vous pour les likes, pour les conseils, pour les abonnements, pour les cœurs. À très bientôt pour d'autres histoires. Vous savez, quand on nous recommande de faire le bien, c'est pour nous-mêmes d'abord. Oui. On ne récolte que ce qu'on a sémé. Hein. Et à force d'être méchant, on devient sorcier. Aujourd'hui, sa méchanceté l'a poussé à bouffer l'utérus de sa propre fille sans s'en rendre compte. Oui. L'histoire d'aujourd'hui, elle est affligeante. Elle est flippante.
En tout cas, âme sensible, s'abstenir. Je suis Karine. J'ai fait la rencontre de Joël il y a quelques années de cela à la faculté. Et nous étions dans une très belle relation. Jusqu'au jour où Joël a décidé de me présenter à sa maman. Ce que j'ai accepté. Quand nous sommes arrivés chez eux, la maman en question, elle n'a pas été très cordiale avec moi. Elle était froide. Mais je me suis dit peut-être qu'elle n'était pas de bonne humeur. Du coup, je n'ai pas pris trop de temps à demander à partir. Joël m'a raccompagné, je me faisais, il me disait, ah ben tu vois, tu as des traits de ressemblance avec ma maman, hein, je te l'ai toujours dit. Au point où elle ne te supporte même pas, vous êtes des rivales ou quoi? On en a ri et je suis rentré. Et puis, moi j'étais à la dernière année, à la faculté, lorsqu'il m'a présenté à sa mère, et lui il travaillait déjà. Donc quand j'ai fini ma compo, il a proposé qu'on aille voir moi mes parents pour le coco. Et dans la même période, je découvre que j'étais enceinte. Et Joël était très content. Il s'est empressé d'aller annoncer la nouvelle à sa maman, qui elle aussi a manifesté sa joie. Et pour elle, pour pouvoir fêter cette nouvelle-là, elle a décidé d'organiser un déjeuner. J'étais convié, bien entendu. Nous sommes allés un dimanche pour le déjeuner chez elle. Tout s'est bien passé. Et après, je suis rentré. Le lendemain, vers 20h, j'avais commencé à avoir mal. Je m'étais dit, bon, comme dans la journée, j'ai bu du déguet, peut-être que c'était un peu fermenté, je ne sais pas. Et la douleur s'intensifiait. Je ne supportais plus, j'ai appelé Joël. Le temps qu'il arrive, j'avais commencé à saigner un peu. Dans la panique, là, on se rend à l'hôpital. Le temps d'arriver à l'hôpital, j'avais saigné abondamment. Et là-bas, on nous a annoncé que j'avais perdu le bébé. On était très tristes, mais sa maman, elle a trouvé des mots justes pour nous remonter le moral. Elle a dit que oui, ça pourrait arriver. Souvent, la première grossesse comme ça, certaines femmes ne supportent pas. Et que bon, ça ne va pas tarder à revenir. Il ne faudrait pas qu'on prenne ça trop à cœur. Donc, on a pris ça comme ça. Et quand je me suis remise que ça allait, il est revenu sur ce qu'il avait proposé, c'est-à-dire aller voir mes parents pour le coco. Et sa mère s'était un peu opposée. Elle a dit non, attends, qu'elle ait une autre grossesse d'abord. Elle a dit non, mais ça ne se fait pas. De toute façon, elle a tout le temps, on a tout le temps, on est encore jeune. Donc, je pense qu'on ne doit pas laisser ce projet-là, on doit le mettre à exécution. Il faudrait qu'on aille voir ses parents parce que ça fait quand même un bon moment que nous sommes ensemble. Donc, il a réussi à convaincre sa maman. Elle a informé ses soeurs, ses frères et ils ont pris un rendez-vous avec ma famille. Mais avant qu'ils ne viennent, Joël m'a confié finalement que c'est sa tante à la réalité. Mais à la naissance, lui, sa maman était partie. Sa maman est décédée et que quelques temps après, son papa aussi, qui est l'aîné de cette femme-là, est décédé. Donc, c'est sa tante-là qu'il a adoptée. Du coup, elle est sa maman. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc, quand la délégation est arrivée ce jour-là, les hommes ont précédé les femmes. Quand ils sont rentrés, ils ont salué tout le monde, ils se sont installés et mon père est sorti de la chambre pour venir les saluer aussi. Quand mon père a vu la maman de Joël, il a tiqué. Il a dit non, attendez. Albertine, c'est pas toi? Elle aussi l'a regardé. Elle a dit oui, c'est moi. Et mon père lui a dit non, non, non. Ton fils ne peut pas marier ma fille. Mon père qui demande à sa famille maintenant, vous ne vous souvenez pas d'elle? Vous ne voyez pas son visage? Et les gens se regardaient. À la fac, comme moi j'étais à la fac, l'enfant j'ai eu Karine, qui a été abandonnée. Un matin, la dame est venue abandonner l'enfant devant notre porte ici. Et elle a fui. Vous vous souvenez? Elle était élève en ce moment-là. C'est elle, c'est la maman de Karine qui est là. Donc, comprenez que son fils ne peut pas marier ma fille. C'est des soeurs, c'est des frères. Tout le monde était choqué. Comment ça? Des frères comment? Bon, moi j'étais un peu soulagée parce qu'il m'avait quelques jours avant confié qu'à la réalité c'est sa tante. Donc lui et moi nous sommes cousins. Mais même ça, c'était pas trop intéressant pour nous en tout cas. Et donc il y a eu une discussion houleuse, les deux se criaient dessus et tout. Et elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer comme si on l'avait frappée. On dit mais attends, ce que le monsieur dit est vrai. Ta fille, qui est sa fille, ne peut pas épouser toi, ton fils. Elle dit non, c'est mon neveu, même si c'est ton neveu. Ça ne peut pas se faire chez nous, ça ne se fait pas.
Les cousins ne se marient pas chez nous. Donc, repartez, on va reparler de ça. Il ne peut pas partir. Tata Moé, il te fait l'économie de tout le scandale qu'il y a eu cette journée-là. En fin de journée, tellement la dame pleurait dans la cour, elle ne voulait pas partir. Les gens l'ont tellement attrapée. Finalement, elle dit non. Si elle pleure autant, ce n'est même pas pour le fait que le mariage n'ait plus lieu. C'est parce qu'elle a détruit sa propre fille. Ta propre fille, comment ça? Détruit ta fille comment? C'est là qu'elle va confier que le repas qu'elle avait organisé pour fêter la nouvelle de la grossesse était un repas empoisonné. Et qu'à la réalité, elle avait mis des choses dedans pour que moi je perde l'enfant et pour que mon utérus soit bousillé. Parce que le père de Joël, qui est son aîné, qui est décédé, et elle, avaient des conflits internes. Et ils n'ont pas pu gérer ça jusqu'à ce que le monsieur parte. Elle a gardé cette rancœur-là. Et elle s'est juré que Joël ne sera jamais heureux. À la limite, il est auprès d'elle, il travaille, il s'occupe d'elle. Oui, elle le garde vivant. Elle ne va pas le tuer. Mais bonheur là, il ne va pas connaître ça. Bonheur d'avoir famille, il ne va pas connaître. Parce que pour elle, c'est le père de Joël qui a fait qu'elle n'a pas pu rester auprès de sa fille. C'est le père de Joël, qui est son grand frère, qui a fait qu'elle a dû abandonner sa fille. Donc elle avait ça à cœur. Du coup, le repas là m'a bousillé la vie. Tata Moé, ma propre mère, sans s'en rendre compte, à cause de sa rancœur, sa méchanceté, elle a détruit ma vie. D'abord, j'ai perdu mon enfant. J'ai perdu mon utérus. Je ne peux plus enfanter. Tata Moé, j'ai fait comment? Sur le coup, j'ai perdu connaissance. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas où Joël est. On le cherche, on ne sait pas. Tout le monde me demande pardon. Mon papa même ne sait même pas où il est. Ça dit la famille est dispersée. Tata Moé, je ne suis pas venue pour demander qu'est-ce que je fais de cette femme. Parce que pour moi, elle n'existe pas. Pour moi, cette femme n'existe pas. Cette Albertine-là, elle n'existe pas. Mais c'est comment je retrouve Joël. Comment lui ou moi on gère cette situation. C'est ça qui est ma préoccupation. Comment mon père va supporter tout ça? Voilà ma préoccupation. Parce qu'il a souffert à cause de moi. Mais cette Albertine-là, la sorcière-là, elle n'existe pas pour moi. Donc je ne veux même pas conseiller par rapport à elle. Chers Talkers, voilà l'histoire de notre chère Karine. Sa propre mère, sans s'en rendre compte, a détruit sa vie. Elle vient à nous pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire avec son cousin qui était à un doigt de la marier. Comment son père va pouvoir supporter tout ça? La famille aujourd'hui est dispersée. On ne sait pas où se trouve qui. C'est compliqué. Joël est injoignable. Elle a peur qu'il aille commettre l'irréparable. Chers Talkers, comme je le dis toujours ici, c'est vous qui donnez des conseils. Qu'est-ce que vous conseillez à Karine? Dans cette situation, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Comment doit-elle gérer cette situation? C'est compliqué. Ça fait peur. Jusqu'où la méchanceté, la rancœur peut nous emmener. C'est ça aussi la vie. C'est des faits qui existent. Parfois, tu écoutes ces histoires et puis tu te dis, mais attends, c'est irréel. Mais non, rassurez-vous, c'est bien réel. C'est bien réel. Partagez, invitez vos amis, likez, partagez dans tous les groupes, que tout le monde sache. Joël peut être quelque part dans un groupe, il peut être sur les réseaux, il peut voir, entendre le cri de cœur de Karine, accepter d'aller la revoir et puis discuter. Aidez-nous à les remettre ensemble, ils vont discuter. Ou donnez-lui des conseils. Qu'est-ce qu'elle doit faire dans ce cas de figure? Nous comptons sur vous. Merci beaucoup pour ceux qui sont déjà abonnés. Merci pour ceux qui partagent, ceux qui likent, ceux qui réagissent, qui donnent leurs conseils, leurs avis. Vous êtes les précieux. Vous êtes les Talkers. À très bientôt. Parfois, les conseils ne servent à rien dans certaines situations. Il faut juste laisser les conséquences conseiller. Aujourd'hui, Moussa Seri est en train de recevoir des conseils, des conséquences de ses actes.
Je suis Moussa Seri. Voici mon histoire. Je suis un grand commerçant. Je fais dans le vivrier et je voyage à travers la sous-région dans le cadre de mon commerce. Ma femme, je l'ai épousée il y a des années de cela, Rokia, une belle et douce femme, très sympathique, qui s'occupe très bien de la maison, des enfants, de moi-même. Mais vous savez, nous les hommes, il y a certaines choses qu'on ne peut pas expliquer. On les vit. Mon appétit sexuel est tel que, à un moment, je me suis dit qu'il me fallait une deuxième femme. Parce que, figurez-vous, quand je reviens de mes voyages, il peut se trouver que ma femme Rukia ne soit pas dans les dispositions pour me satisfaire. Et non, elle ne pouvait plus supporter la situation. Il me fallait vraiment trouver une deuxième femme. J'en ai parlé à Rukia, bien entendu. Elle n'était pas d'accord, comme toute femme d'ailleurs. J'en ai parlé à la famille a essayé de la convaincre. Finalement, elle a accepté malgré elle, parce que de toute façon, elle ne pouvait pas m'empêcher d'exécuter ce projet. Je me suis mise à chercher, à chercher. Je voulais une femme d'une autre région pour avoir d'autres sensations. C'est ainsi que j'ai fait la rencontre de Gisèle. Gisèle est une belle femme africaine. Tout le contraire de Rokia. Rokia, elle est fine, une belle femme, très belle femme, mais fine. Par contre, Gisèle, une vraie femme de l'Ouest. Elle est vraiment la femme africaine dans toute sa splendeur. Et voilà, les choses allaient très bien entre nous, jusqu'à ce que je la marie. J'ai épousé Gisèle et cela a fait de moi un polygame. Tout allait bien dans le foyer, pas de problème. Gisèle est une femme sans histoire, Rukia aussi, une femme très timide. Franchement, j'étais un homme comblé parce que mon foyer ne chauffait pas, comme on le dit. Il n'y avait pas de problème. Et j'ai voulu expérimenter quelque chose dont certains amis me parlaient au cours des voyages et tout, c'est-à-dire avoir des parties à trois. Mes amis en parlaient. J'en ai même qui pratiquent cela et les femmes. Je me suis dit, c'est une autre dimension de sensations. Et comme j'aime découvrir les sensations, j'en ai parlé à mes femmes. Elles ont apposé un refus farouche, tout de suite. C'était normal. Mais j'ai pris le temps d'essayer de les convaincre jusqu'à ce qu'elles acceptent. J'ai fait pas mal de cadeaux, j'ai fait vraiment beaucoup de concessions pour les amener à accepter ce projet. Et nous l'avons mis à exécution. La première fois, ce n'était pas bien passé parce qu'elles étaient toutes timides de se découvrir comme ça. Voilà, mais au fur et à mesure, les choses ont commencé à aller pour le mieux. Elles se sont habituées et les choses se passaient très bien. Du coup, quand je revenais de mes voyages, c'était systématiquement qu'elles venaient toutes les deux. Donc, je n'avais plus à me prendre la tête pour les nuits de chaque femme. Non, c'était nous trois en même temps. Donc, tout le monde avait droit au même plaisir en même temps. Voilà que j'ai remarqué que mes deux femmes avaient commencé à avoir des attitudes bizarres. C'est-à-dire, quand je suis là, que je les observe, je voyais qu'elles avaient, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais des attitudes bizarres. Elles étaient plus proches, elles s'échangeaient des petits câlins sans se gêner. Et je ne comprenais pas. J'ai essayé d'échanger avec eux. Ils m'ont dit non, mais écoute, on s'entend bien. Je pense que, voilà, nous pensons que tu devais te sentir à l'aise. On s'entend bien, il n'y a pas de problème. OK. Et un jour, je reviens de mon voyage. Et c'est mon neveu qui vient avec nous, qui vient me dire, ah tonton, il y a longtemps, je voulais te parler, mais c'était un peu difficile pour moi d'aborder le sujet. Mais là, il faut que je t'en parle. Tu sais, quand tu n'es pas là, tes deux femmes-là, elles dorment dans la même chambre.
Chacune a sa chambre. D'ailleurs, ma maison est telle qu'il y a des indépendantes pour chaque femme. Mais quand je ne suis pas là, selon mon neveu, elles dorment dans la même chambre. Tout le temps de mon voyage, elles sont tout le temps dans la même chambre. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est toujours l'entente. Mais que j'allais quand même vérifier. Et un jour, j'ai simulé un voyage. Et je suis revenu le même jour, le même soir. Elles ne s'attendaient pas. Et là, j'ai trouvé qu'effectivement, elles étaient dans la chambre de Gisèle. J'ai ouvert la chambre brusquement. C'était fermé à clé. Et elles ont ouvert la porte. Quand elles m'ont vu, elles étaient choquées. Mais elles étaient dans une posture que je n'ai pas envie de vous décrire. Je vous fais l'économie de tous les détails. J'ai fait asseoir mes femmes pour leur demander ce qui n'allait pas. Et elles ont avoué que, sincèrement, elles ont pris goût à certaines choses que je leur ai montrées. Elles ne peuvent plus s'en passer. Tata Moïse, mes épouses sont devenues lesbiennes dans ma maison. Oui, tu entends bien ce que je dis. Mes épouses sont devenues lesbiennes sous mon toit, par ma faute, à cause de ma perversité. Je n'ai pas honte de le dire. C'est moi qui ai fait ça. Et donc, en tant qu'homme, je leur ai dit, bah, écoutez, ça ne doit pas continuer. Je reconnais ma part de responsabilité dans cette histoire, mais ça ne doit pas continuer, vous devez y mettre fin. Donc, je vais séparer vos maisons. Je vais carrément prendre l'autre maison en dehors de la cour familiale pour l'une des femmes, en l'occurrence Gisèle, comme c'est la deuxième. Et je ne veux plus savoir ça. Je ne veux même plus constater. Je ne veux même plus apprendre. Tata Moïse, les deux femmes là se sont assises pour me regarder. Moi, Moussa Seri. Moi, le grand Moussa Seri. Elles se sont assises pour me regarder pour dire, Moussa, ou bien tu acceptes ce que nous sommes devenus, ou bien on divorce pour nous mettre ensemble. C'est-à-dire, toutes les deux veulent divorcer pour être ensemble. Tata Moui, est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, les deux femmes, moi, mes deux femmes, elles vont me laisser pour se mettre ensemble, pour se marier. C'est-à-dire que je ne comprends pas. J'avais l'impression que la terre s'ouvrait sous mes pieds. J'ai dit, mais attends, vous entendez parler? Elles ont dit, c'est soit ça, soit tout le monde saura ce qu'on a fait et puis la maison a pris feu. Le repas, on a préparé puis la maison a pris feu là. Tout le monde va savoir. C'est dans ce problème que je suis. Soit moi, je les accepte dans leurs nouvelles orientations. Quand je suis là, il n'y a pas de problème. Elles vont faire ce qu'elles ont à faire. Mais qu'elles soient là ou pas, de les laisser aussi faire ce qu'elles ont à faire entre elles. Ou bien elles divorcent. Et quand elles divorcent, elles expliquent à tout le monde, par tous les moyens, elles vont faire savoir ce que nous, on a préparé dans la maison. Et puis la maison a pris feu. Tata Moïse, s'il te plaît, publie mon histoire. Ça là, je ne peux pas expliquer à quelqu'un, je ne peux pas expliquer à la famille. Publie mon histoire. J'ai besoin de conseils. Peut-être qu'il y a des gens qui sont aussi dans la même situation. Parce que mes amis, quand je suis retourné les voir pour leur expliquer, ils se sont moqués de moi. Ils ne m'ont pas trouvé de solution. J'ai vraiment besoin que quelqu'un me guide, que quelqu'un m'oriente. C'est trop. Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas. Aidez-moi. S'il vous plaît, famille. Ne me blâmez pas. Aidez-moi. Voilà, famille, l'histoire de Moussa Seri. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez, likez. Ici, c'est vous qui donnez des conseils. Ici, vos avis comptent. Alors, mettez en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Partagez, likez, abonnez-vous et invitez vos amis à s'abonner également. À très bientôt. Mon mari est beau. Il est riche. Ce genre d'homme que n'importe quelle femme voudrait avoir à ses côtés. 1,92 m, teint clair, lèvres roses, tablette de chocolat. Un vrai sportif. Un homme bien bâti. Et très riche. Mais le problème, sa bouche sent. Chers Talkers, bonjour. Je suis Janine. Et mon histoire est la suivante.
Je suis une fervente chrétienne. Il y a 1 an de cela, j'ai rencontré celui qui est mon mari aujourd'hui à l'église. Nous sommes tombés amoureux. Nous avons décidé de nous marier. Notre culture religieuse ne nous permettant pas de nous découvrir avant le mariage, nous nous sommes abstenus. Nous étions suivis par nos responsables d'église, par la famille, jusqu'au mariage. Nos premiers baisers, nous les avons échangés le jour du mariage, après le oui. La cérémonie de mariage s'est très bien passée. Un mariage simple, sobre, mais très bien organisé. Nous étions très heureux. Au cours de la nuit de noces, j'ai découvert que mon mari dégageait une forte odeur buccale. Je m'étais dit qu'il avait certainement mangé quelque chose qui lui a donné cette odeur. Je n'ai pas voulu le frustrer, je n'ai pas voulu en parler. J'ai supporté jusqu'au matin, mais ça a été pénible pour moi. Et j'ai espéré que les choses allaient changer. Les jours d'après, 1 semaine, 2 semaines, rien n'est changé. L'odeur était forte. Vous savez, mon mari, c'est le genre d'homme qu'on se presse de présenter tellement il est beau, tellement il est frais. Et nous sommes dans une maison où rien ne me manque. Je suis bien installée dans mon foyer. Je ne manque de rien. Mon mari a l'argent. Ça, je ne vous le cache pas. Il me met à l'abri de tous les besoins. Une femme ne peut pas espérer mieux. Sincèrement, une femme ne peut pas espérer mieux. 1 année de mariage, mais j'ai tellement voyagé. Il m'a fait découvrir des choses que je ne savais pas. Il est vraiment romantique. Mais sincèrement, dès qu'il ouvre la bouche pour m'embrasser, c'est le calvaire. C'est le calvaire. Je souffre. Et après 2 mois de mariage, j'ai fait asseoir mon mari et avec douceur et tendresse, j'ai essayé de lui en parler. Il s'est vraiment irrité. Il s'est énervé et il m'a boudé pendant 2 semaines. J'étais mal. Mais j'avoue que pendant cette période de froideur, ce qui m'a plu, c'est qu'il n'essayait pas de me toucher. Il ne m'embrassait pas. Donc, quelque part, j'étais à l'aise parce que je ne sentais pas cette odeur. Mais après, je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut bien arranger les choses. Donc, je l'ai approché et puis j'ai essayé d'arranger les choses. Je lui ai demandé pardon si vraiment je l'avais offensé. Et on a repris de plus belle, sans problème. Mais cette odeur me répugnait toujours. Alors, j'ai usé d'astuces. Je me suis dit, il ne fallait plus aller de façon frontale avec lui. Il fallait peut-être utiliser des astuces. J'ai commencé à faire de petits thés à base de persil et autres ingrédients qui donnent de bonne haleine. J'ai fait des recherches sur le net, j'ai acheté des produits en pharmacie, j'ai changé sa pâte dentifrice. Chaque fois, lui ne savait pas que ce thé qu'il buvait, c'était pour la laine. Mais quand je lui disais, voilà un petit thé qui requinque les hommes et tout, il prenait avec plaisir. Mais malgré tout ça, ça ne change pas. Ça ne change pas. J'en ai parlé à ma mère, à une de mes tantes, à mon témoin, mais eux tous m'ont dit, de prendre mon mal en patience, de tenir bon, parce que c'est difficile, c'est vrai, mais de tenir bon, d'aller tout doucement avec lui. Et moi, effectivement, je n'en parle plus parce que ça l'énerve. Et un jour, je suis tombée sur une histoire sur Internet qui parlait de la laine sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai fait? On était dans le lit. J'ai enlevé les écouteurs pour qu'il écoute aussi. Et comme souvent on regarde des films à 2, on regardait. Et quand il a vu que ça parlait de la laine buccale, il s'est énervé. Cette nuit-là, il n'a pas dormi dans la chambre. Il n'a pas dormi dans notre chambre. Il a dormi dans le canapé, au salon. Il n'a pas aimé. Donc moi, ça m'a tellement choqué, j'ai dit, écoute, ça veut dire que le sujet, je ne dois pas l'aborder. Mais, vous savez, ça fait 1 an que ça dure. 1 an que nous sommes mariés.
c'est devenu insupportable. Insupportable. J'ai une amie qui m'a dit, comme il ne veut rien entendre, d'essayer de prendre un peu de recul, d'essayer d'aller chez ma mère pour 1 mois ou 2, et comme il m'aime, il aura peur de me perdre, il va revenir. Mais c'est un risque que je ne veux pas prendre. Parce que dehors, il y a des femmes, je dirais, hyènes. Oui, il y a des femmes hyènes qui ont déjà mangé cadavre. Ce n'est pas odeur de bouche qui va les rejeter. Ce n'est pas odeur de bouche qui va les empêcher. Il y a des femmes vautoux. Bon, je vais m'amuser à aller chez ma mère pour 1 mois, 2 mois. Il y a une qui s'en fout de deux quand elle va voir l'argent, mais elle va venir. Et je serai, voilà, en danger. Je n'ai pas envie de perdre mon mari. Je n'ai pas envie de quitter ce paradis qui m'offre là. Mais cette odeur est tellement forte. Tellement forte. Aidez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous avez des astuces? Est-ce que, je ne sais pas, quelle est la manière, la bonne manière d'aborder le sujet pour qu'il accepte de venir avec moi voir un médecin? Je ne sais pas de quoi il souffre, mais il ne veut pas. Il ne veut pas. J'ai maintenant l'impression qu'il est conscient de ce qu'il a, qu'il est conscient qu'il a une forte odeur, mais que sciemment, il ne veut pas y remédier. Ça répond à quoi? Je ne sais pas. Tata Moé, je viens à toi aujourd'hui dans ton box déposer mon histoire. S'il te plaît, raconte-la afin que je sais que sur le méta, il y a beaucoup de personnes qui vont voir et donc qui pourraient me donner des solutions à ce problème. Je ne veux pas perdre mon mari. S'il te plaît, Tata Moé, aide-moi à porter ma voix. Aide-moi à faire savoir mon histoire. J'ai besoin de mon mari, mais avec cette odeur, c'est difficile. C'est très, 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 très difficile. Aidez-moi, s'il vous plaît. Voilà, chers talkers, l'histoire de Janine. Vous la connaissez à présent. Faites voyager son histoire. Faites connaître son histoire. Elle pourrait trouver des solutions. Il y a des personnes qui pourraient lui donner des idées, des astuces, des conseils pour pouvoir régler ce problème-là. Apparemment, ce n'est pas un problème très grave, mais c'est très gênant pour elle et je pense que nous pouvons trouver des solutions pour elle. Faites voyager son histoire, abonnez-vous, likez, invitez vos amis et surtout, partagez massivement dans tous vos groupes afin de faire connaître l'histoire de Janine. Merci, prenez soin de vous et à très bientôt. Parce qu'un enfant n'a pas demandé à naître, ses parents sont ses premiers responsables. Les premiers responsables dans son éducation, dans ses orientations, dans ses choix. Et la mère a un grand rôle à jouer dans cette éducation. Aujourd'hui, ma mère m'a poussé dans un monde parallèle. Je suis Hervé, j'ai 25 ans. Je suis née d'une relation de jeunesse que ma mère n'a jamais acceptée. À l'âge de 2 ans, elle m'a ramenée chez mon père et elle a disparu dans la nature. Quelques années plus tard, 8 années après, j'avais 10 ans, mon père est décédé. Mes parents paternels ont donc cherché ma mère et lui ont demandé de venir me reprendre parce qu'ils ne pouvaient pas me garder. Elle est allée me chercher malgré elle. Et dès lors, c'était ma descente vertigineuse aux enfers. Je ne savais pas ce qu'elle me reprochait au juste dans ses échecs, mais j'étais tenue pour responsable de tout ce qui lui arrivait. Elle me traitait de tous les noms d'oiseaux, je faisais tout pour elle à la maison, tous les travaux ménagers, je faisais la cuisine, je faisais vraiment tout ce que vous pouvez imaginer comme travaux à la maison. Même sa lessive, c'est moi qui le faisais. Elle m'a demandé d'arrêter l'école parce qu'elle n'avait pas les moyens de continuer à me scolariser. Et chaque fois que ma mère m'accablait d'injures, elle me traitait de personne impie, ce que je ne comprenais pas. J'avoue que de nature, j'ai des gestes efféminés. Je suis née comme ça. Je n'en avais même pas conscience quand j'étais tout petit parce que, bon, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Mais elle trouvait que, au lieu d'être un homme, je suis une fille. Au lieu d'être un garçon, c'est plutôt comme ça qu'elle disait. Au lieu d'être un garçon, je suis une fille. Je ne comprenais pas. Comme je n'avais pas droit à des jouets, quand elle n'était pas là et que je devais jouer, c'était avec les poupées de mes sœurs.
On s'amusait à tresser les poupées, à les natter et à les maquiller avec la craie et le charbon. C'était ça, mon passe-temps quand elle n'était pas là. Je n'avais droit à rien. Même pas droit à aller jouer au ballon avec mes amis. Et donc, un jour, elle m'a confié une corvée. Oui, c'était une corvée pour moi. Et j'avais mal à la tête. Je le lui avais signifié, mais elle ne voulait rien comprendre. Elle m'a intimé l'ordre de finir les travaux qu'elle m'avait confiés avant son retour. Et quand elle est sortie, j'ai été pris de vertige, je me suis endormie, je n'ai pas pu. Au retour, elle m'a tellement frappé et elle m'a jeté dehors par la suite. Elle a fermé sa porte, elle a refusé que je rentre. J'avais faim, j'étais fatiguée, j'avais besoin de dormir, mais j'étais dehors. La pluie tombait, je ne savais pas quoi faire, j'avais froid. C'est ainsi que je marchais dans la rue et j'ai rencontré un tonton qui m'a demandé ce qui n'allait pas, pourquoi j'étais en larmes et tout. Je lui ai expliqué. Il allait frapper à la porte de ma mère pour demander pardon, mais elle n'a rien voulu entendre. Elle a renvoyé. Donc le tonton a proposé que je vienne dormir chez lui au moins jusqu'au matin. Je suis allée rester avec lui. Et le lendemain, il est encore revenu avec ses frères, demander pardon. Ma mère a refusé. Elle leur a dit, s'il vous plaît là, si ce petit-là vous plaît, partez avec lui. Moi, je n'en ai pas besoin. Je ne savais pas qu'une mère pouvait jeter son enfant comme ça. Donc, le tonton lui a demandé, mais pourquoi vous ne voulez pas de votre enfant? C'est quoi le problème? Et un petit joli garçon comme ça, dit, ne dis pas que c'est un garçon. C'est une fille, regarde comment il est. Et cette personne impie là, je ne sais même pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça. C'est quel enfant ça? Vraiment, ça a été des injures blessantes. C'est vrai qu'elle me faisait subir des choses, mais cette fois-ci, c'était vraiment difficile. Je ne pouvais plus supporter. C'était humiliant pour moi. Donc, les tontons là sont repartis avec moi. Ils étaient frustrés aussi. Et donc, étant chez eux, ils ont commencé à s'occuper de moi. Les premiers jours, j'étais très fatiguée, je dormais tôt. Et puis un jour, j'étais éveillée le soir, je n'avais pas sommeil, j'étais assise, pardon. Oui, tu vois, je me trompe parce que tu vas comprendre, tata. J'étais assise dehors, au seuil du salon, et puis j'ai vu une femme sortir de la maison. Quand je l'ai vue, elle dit, aïe, à quel moment femme est rentrée ici? Ce sont mes tontons là qui sont dans la maison, mais femme, elle est passée par où? Il m'a regardé ou elle m'a regardé, je ne sais pas quoi te dire, tata. Et puis, j'entends, tu ne me reconnais pas. Tata, c'était la voix de mon oncle. Je dis, ben attends, mon tonton là, bon, tu ne m'as pas dit qu'il y a balle déguisée quelque part. Et puis, je vais aussi me déguiser pour vous suivre. Au moins, ça me permet de changer d'air. Mais, il dit qu'il y a balle déguisée, on s'en va au travail. Je vois les deux autres qui le suivent. Dans même accoutrement de femmes. Je les ai regardés jusqu'à, il dit, aïe. Donc, mes tontons là sont des hommes la journée, puis la nuit, ce sont des femmes. Bon, depuis que je suis arrivée, je dors tôt, je ne vois pas. Aujourd'hui, qu'à 22h, je ne dors pas. C'est là que je vois des choses comme ça. Je n'ai pas voulu trop me poser des questions. Je suis allée me coucher. Le matin, ils sont venus, ils ont dormi jusqu'à 16h à leur réveil. Ils m'ont fait appel, ils m'ont fait asseoir pour me dire, voilà le travail qu'eux, ils font. Dans la journée, là, ce sont des hommes. Mais la nuit tombée, ce sont des femmes. Et que sincèrement, moi, mon modèle là, c'est ça même qui est intéressant dans ce secteur. Parce que mon modèle comme ça là, la société rejette ça. La preuve, ma propre mère rejette ça. C'est pas la peine de me fatiguer, de venir. Eux, ils vont m'introduire à des personnes bien, qui vont me donner ce qu'il me faut pour sortir de cette galère. J'ai dit non, je ne peux pas. Je suis un garçon. Je retourne chez moi à la maison. Ils se sont mis à ricaner. Ah, vas-y, tu vas revenir me trouver ici. Effectivement, j'ai pris mes affaires, je vais chez ma mère, je m'en vais lui demander pardon. C'est à coup de pilon qu'elle m'a chassé, tata. Je suis revenue chez les hommes là, je ne savais pas où aller, c'était devenu ma seule famille. C'est ainsi que débute une autre facette de ma vie, tata. J'ai basculé dans un monde parallèle. Un jour, l'un d'eux vient avec des tenues de femme, de belles tenues comme ça. Il me dit, ah, viens, tu vas essayer ça. J'essaie, c'est à ma taille. Il dit, il faut t'asseoir devant le miroir. Ils sont mis à me maquiller. Ils m'ont transformée. Quand je me suis réveillée dans le miroir, il dit, ah, moi, je suis belle comme ça. Et puis, bon, ok. Ah, mon modèle est devenu bizarre. Même quand j'essaie de jouer avec des petits garçons, même là, ils se moquent de moi. Ils disent que moi, j'ai des gestes de femme. Donc, je suis partie avec les tontons là un soir. C'est comme ça qu'ils m'ont introduit dans les milieux. Au début, ça n'a pas été facile. Ça a été très difficile. Mais après, avec le temps, je me suis habituée. Tata, je t'épargne tout le reste. Comme j'avais déjà un penchant pour tout ce qui était coiffure, maquillage, je me suis mis entièrement à ça.
Je me suis fait former. Et puis voilà, j'ai commencé à faire du make-up. Aujourd'hui, tata, je voyage à travers le monde. Je maquille les stars. J'ai tout ce qu'il me faut, tout ce que tu peux imaginer. J'ai tout ce qu'il me faut. C'est vrai, je ne te dis pas que je suis trop fière ou que je suis trop heureux ou trop heureuse. Mais tata, je ne manque de rien. Et puis, je suis dans un milieu où les gens m'ont accepté tel que je suis. Bon, à ma grande surprise, pourquoi je suis venue à toi? Il y a 3 mois de cela. Je ne sais pas comment ma mère a fait parce qu'on n'avait plus de contact, elle et moi. Je ne sais pas comment elle a fait pour retrouver mon numéro. Elle m'appelle et elle pleure. Hervé, pardon. Je dis c'est qui? Parce qu'il y a longtemps, on ne m'appelle plus Hervé. On m'appelle Nina. Je suis Nina, la poupette Nina. Allô Hervé, mon fils, mon enfant, pardon, je suis malade, j'ai besoin d'argent, on doit m'opérer, viens me sauver. Tata, je pensais que je rêvais. J'ai raccroché, elle insiste. Voilà ses soeurs qui vont m'appeler aussi, qui vont s'y mettre, me chercher d'Abidjan ici, de venir la sauver. On peut faire ça. C'est-à-dire que la personne impie là va venir te donner son argent. Ça ne va pas te salir. L'argent de ce que je fais, ce que je ne faisais pas. Elle m'a renié pour ça. Elle m'a jeté comme un chien. Elle m'a jeté dans ce monde parallèle. Aujourd'hui, elle me demande de venir la sauver. Mon tata, l'argent ça là, si je vais à l'hôpital avec elle, est-ce qu'elle va guérir? Est-ce qu'elle va guérir? Parce que quand je la regarde, je dis si aujourd'hui ma vie est comme ça, c'est elle. C'est vrai, hein, je ne me plains pas parce que j'ai tout. Mais au fond, là, quand je m'assois, je ne suis pas heureux. Est-ce que ce qu'elle a fait là, c'est bien? Est-ce qu'elle doit avoir le courage aujourd'hui de m'appeler? Moi, l'enfant impie. Elle doit avoir le courage de m'appeler encore pour me dire, oui, je suis malade. Tata, je suis venue à toi pour savoir. Une mère indigne comme ça, là, on s'occupe d'elle. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que celle-là, je dois lui porter secours? Parce que là, vraiment, c'est trop pour moi, à cause d'elle. À cause d'elle, on me fait ça. Tata, est-ce que celle-là, on l'aide? Est-ce qu'on l'aide? Chers Talkers, c'est fort, hein? Parfois, on voit des gens, on leur porte des jugements sans savoir leur vie, sans savoir les raisons qui les poussent dans certaines choses. Évitons de juger. Donnons plutôt des conseils. Voilà l'histoire de Hervé Nina. Partagez, likez, invitez vos amis et surtout, donnez vos avis. À bientôt. Aucun problème ne peut résoudre un autre problème. Les épreuves font partie de la vie et quand arrivent ces moments de difficulté, il faut savoir raison garder. Il faut savoir garder son calme et s'accrocher à Dieu pour éviter de commettre l'irréparable. Je suis un homme marié et ma maîtresse est aussi une femme mariée. Bonjour Chatolkers, je suis Daniel, 55 ans, marié depuis plus de 10 années, père de 2 enfants. Ma femme malheureusement n'enfante pas. J'ai eu mes 2 enfants avant le mariage et elle est aujourd'hui leur mère. Nous vivons une vie tranquille. Cependant, il faut relever que ma femme est d'un tempérament très chaud, contrairement à moi. Et elle est d'une jalousie maladive. Je la comprends. N'importe quelle femme dans sa situation serait comme ça à un moment donné de la vie parce que ça fait trop de stress de ne pas pouvoir enfanter. Je la comprends aisément. Un soir, comme d'ordinaire, nous étions à la télé, un week-end, et nous étions en train de papoter. On parlait de tout et de rien, on commentait le film. Quand elle m'a demandé un numéro, le numéro d'un ami que nous avons en commun, qu'elle n'avait plus dans son répertoire. Et comme moi, j'avais le numéro, je lui ai passé mon téléphone pour qu'elle puisse prendre le numéro. Malheureusement, j'ai reçu, pendant qu'elle cherchait le numéro, une notification d'un message. Elle a ouvert la notification sans même me dire. Elle a lu le message qui disait
Ah oui, j'ai vraiment aimé. Merci pour tout. Tu es l'homme de ma vie. Je souhaite juste que tu sois euh, libre très, très vite pour que nous puissions vivre pleinement notre amour. Vraiment un message pour moi qui était très ambigu parce que je ne savais rien de ce message-là. Je ne sais même pas de qui ça provenait. Ma femme est rentrée dans une colère noire. Elle a piqué une crise de colère sans précédent. C'était horrible. Elle s'est mise à tout casser dans la maison. Dis donc, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me présente le message et me jette mon téléphone à la figure. J'ai pris le temps de lire le message. Évidemment, je ne comprenais rien. Je ne sais pas qui a envoyé le message. Je ne sais pas de quoi ça parlait. Vraiment, j'étais confus. Mais elle ne voulait rien savoir. Et donc, je l'ai laissée jusqu'au lendemain matin qu'elle se calme. Et quand j'ai essayé d'aborder le sujet le lendemain, non, c'était toujours la crise. Ça n'allait pas. J'ai dû faire intervenir la famille, des amis, pour qu'elle se calme un peu. Et on a décidé d'appeler la personne qui a envoyé le message. Et quand la personne a décroché, c'était « Oui, bonjour, c'est qui s'il vous plaît ?» Voilà, tout le monde était étonné, puisque c'était sur parleur. La famille était là, les amis, elle aussi. La dame demande « C'est qui s'il vous plaît ?» Moi, depuis la veille qu'il y a eu l'histoire, j'avais plus mon téléphone. Puisque quand elle a jeté le téléphone, c'est tombé, c'est cassé. Après, même elle a repris le téléphone, l'a mis dans son tiroir qu'elle a fermé. Donc, je n'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. J'ai juste pris le téléphone de ma fille le lendemain pour appeler des amis, la famille et tout ça. Donc, on ne peut pas prétendre que je me suis arrangé avec la dame. La dame était étonnée et quand on l'a informée, on lui a demandé pourquoi elle a envoyé ce message. Elle était désolée, elle s'est excusée parce que, voilà, elle s'est trompée de numéro en fait. Donc, on a essayé de calmer ma femme, mais quand tout le monde est parti, non, c'était l'enfer à la maison. Elle ne voulait plus rien comprendre. Pour elle, c'était un scénario que nous avions tous monté. Elle ne voulait vraiment rien comprendre. La situation était devenue invivable à la maison. J'ai commencé donc à sortir les soirs après le travail, les week-ends, voir des amis, prendre un pot dans les maquis pour pouvoir oublier un peu le poids de ce stress de la maison. Et dans ces sorties, j'ai rencontré une dame, une très belle dame, qui elle aussi traversait un moment difficile. Selon ce qu'elle m'a dit, elle venait de rompre avec son mari. Et donc, Tata Moye, tu vois, deux gourmetisés qui se rencontrent, on essaie de se consoler. Et voilà, c'est parti, c'est arrivé. C'est vraiment pas ma faute, mais c'est arrivé. Par l'excès de ma femme, c'est arrivé. Et j'ai eu 6 mois de relation avec la femme. Et un soir, il y a 2 mois de cela, on s'était rencontrés là où on se rencontre. Elle était de la douche, son téléphone s'est mis à sonner. Elle a demandé que je lui apporte son téléphone. Et au moment de prendre le téléphone dans son sac, c'était un tout petit sac, hein, vous les femmes, là, les petits sacs à main là. Et les affaires se sont renversées. Je lui ai donné son téléphone et je suis venu ranger ses affaires dans le sac quand j'ai découvert un test de grossesse positif. Donc j'ai attendu qu'elle sorte de la douche, je lui ai demandé à qui appartenait le test. Et là, elle m'avoue que oui, effectivement, c'est à elle est enceinte, patati patata. Bon, tu es enceinte, pourquoi tu ne me l'as pas dit depuis le premier jour de retard? Elle m'a dit non, je voulais vraiment en être sûre, je voulais faire des tests d'abord et tout. Bon, voilà, maintenant c'est bon et tout ça, ok. Comment on va organiser la suite? Voilà les échanges que nous devons avoir maintenant, puisque moi, je sais que de toute façon, c'est fichu mon mariage. De toute façon, elle ne veut même plus de moi à la maison, elle ne veut plus le voir. Et donc ça va précipiter les choses. Et puisque toi aussi, tu es une femme séparée, comme tu me l'as dit, tu n'es pas mariée, donc c'est bon. Et c'est là, la dame va m'avouer que non, la réalité, c'est vrai qu'elle a eu des difficultés avec son mari, mais qu'elle n'a pas divorcé, elle est légalement mariée. Ce que je ne savais pas. Tata Moye, je ne savais pas que c'était une femme mariée légalement tout ce temps. J'ai dit, bon, ok, tu es mariée légalement, mais tu es séparée. Elle me dit non, entre-temps, elle a repris avec son mari. Bon, ok, tu as repris avec ton mari, c'est à qui la grossesse alors? Elle dit non, qu'eux ont repris, mais pour le moment, ils sont encore en chambre séparée, donc la grossesse peut pas être de lui, c'est de moi. Ok, moi, j'ai besoin de mon enfant. Tu es mariée, ce n'est pas grave, mais j'ai besoin de mon enfant. Comment je fais? Elle me dit, bon, on va voir ça, donnons-nous du temps, on va voir ça. Bon, ça fait que 2 mois.
Passons du bon temps et puis après, on va voir. Quand on a fini, chacun rentre chez lui. Le lendemain, je l'appelle pour savoir comment elle va et comment on organise la suite des événements, en fait. Il faut qu'on se voit pour planifier les choses. Tata Moué, à ma grande surprise, la dame a changé de numéro. Puisque c'était une relation cachée, on n'avait pas d'amis en commun en tant que tel. Il y avait un seul pote, le jour où je l'ai rencontré, qui était là. Ce dernier ne la connaît pas, il l'a connu juste là, nous tous on l'a connu là, voilà, on se rencontre, on voit les potes ensemble, mais ce n'est pas des gens qui connaissent sa famille, qui la connaissent à la maison. Je ne connais pas chez elle. Son numéro de téléphone ne passe pas. Je me suis dit, bon, un problème de réseau. Je vais sur WhatsApp, elle m'a bloqué. Facebook, elle m'a bloqué. Partout, elle m'a bloqué. Je ne la vois pas. Tata Moïse, ça fait 2 mois que je la cherche. Impossible. Et c'était une femme ménagère. Selon ce qu'elle m'a dit, je ne sais même pas où elle travaille. Tata Moïse, elle se promène d'Abidjan avec ma grossesse. Elle a sûrement attribué à son mari. Et certainement même qu'elle n'a jamais divorcé. Peut-être qu'elle avait un souci, elle devait faire un enfant. Bon, je ne sais pas, je ne veux même pas rentrer dans les spéculations, Tata Moïse. Je veux mon enfant. J'ai ses photos, mais je ne veux pas aller à l'extrême. Je ne veux pas l'exposer sur les réseaux. Mais de grâce, publie mon histoire. Fais-la voyager pour moi. Fais en sorte que, parce que c'est qu'elle est sur les réseaux, qu'elle apprenne et qu'elle réagisse. Sinon, je serai obligé de l'exposer parce qu'elle a besoin de retrouver mon enfant. Oui, je ne suis pas une donneur d'enfants. Si son mari a un souci, ou bien je ne sais pas, mais moi j'ai besoin de mon enfant. Je ne la vois plus. Mais je ne peux pas aussi trop crier. Je suis un homme marié. Actuellement, la situation commence à se normaliser un peu plus avec ma femme. Mais en même temps, tu vois, tata, moi, j'étais dans un problème et je suis allé me créer un autre problème plus gros. Je fais comment? Je ne peux pas abandonner cet enfant-là. Pardon, je peux voyager mon histoire. Je dois la retrouver. Coûte que coûte, vaille que vaille, je dois la retrouver. Aidez-moi s'il vous plaît. Tata Moïse, aide-moi. Chers Talkers, voilà l'histoire de Daniel. Daniel était dans un problème. Et puis, dans sa recherche de solutions, il allait se créer un problème plus gros. Problème ne règle pas problème. Tu es dans un problème, c'est dans l'alcool, tu vas te réfugier, tu auras un problème plus gros. C'est ce que ça veut dire. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire, chers Talkers? Partagez l'histoire, invitez vos amis, abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez les cœurs. Ça ne vous coûte rien, chers abonnés. Vous êtes trop timides. Mettez les cœurs, abonnez-vous, partagez dans tous les groupes. Faites voyager l'histoire de Daniel. Il faudrait que cette femme-là puisse écouter, puisse prendre connaissance, recevoir cette histoire, afin qu'elle puisse réagir rapidement pour éviter que Daniel puisse commettre l'irréparable. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez Daniel, s'il vous plaît. Portez-vous bien.